Bonjour à tous, aujourd'hui on va reparler de réactions chimiques, mais cette fois-ci on va aller plus loin en abordant l'échelle atomique. Pour commencer, on va prendre en exemple la réaction de combustion du méthane qui se présente sous la forme de cette équation. Donc méthane plus dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Comme on l'a déjà vu, à l'origine de la flèche, il y a les réactifs et au bout les produits. Alors les noms c'est bien beau, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. La dernière fois, heureusement, on a vu les formules et les modèles moléculaires. Donc on va commencer par ces modèles en modélisant la réaction. On commence donc par le méthane qui est une boule noire pour le carbone et 4 boules blanches pour les hydrogènes. On aura également du dioxygène, donc 2 boules rouges. Mais attention, là il y en aura 2 et on va voir tout de suite pourquoi. Ça c'est les réactifs. Et ça va former quoi? Ça va former du dioxyde de carbone, CO2, un carbone, 2 oxygènes, et également de l'eau, H2O, H2 et oxygène 1. Et là également, il y en aura 2. On va voir pourquoi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compter le nombre de chaque atome dans les réactifs et le nombre de chaque atome dans les produits. Dans mes réactifs, je prends mon méthane, il sera composé d'un atome de carbone, de 4 atomes d'hydrogène. Mes 2 dioxygènes, à chaque fois, il y a 2 atomes d'oxygène. Donc j'ai un carbone, 4 hydrogènes, 4 oxygènes. Dans mes produits, j'aurai pour mon dioxyde de carbone un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Et dans mon eau, à chaque fois, un oxygène. Et à chaque fois, 2 hydrogènes. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai fait ça. Il y a donc exactement le même nombre d'atomes de chaque type dans les réactifs et dans les produits. Donc si on fait ça sans les modèles moléculaires sur papier, on peut voir en effet qu'il y a dans nos réactifs, dans le méthane, un atome de carbone, 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène, 2 dioxygène, donc 2 fois 2 atomes d'oxygène, donc 1, 2, 3, 4. Ça c'est pour les réactifs. Et donc pour les produits, dans le dioxyde de carbone, un atome de carbone. Dans l'eau, 2 fois 2 atomes d'hydrogène, 1, 2, 3, 4. Pour l'oxygène, il restera donc 1, 2 pour le dioxyde de carbone, et donc 1 pour chaque molécule d'eau, donc 3 et 4. Donc le compte est bon, on a le même nombre d'atomes de chaque côté, donc l'équation de réaction est équilibrée. On a donc une nouvelle information qui est le nombre de chaque molécule dans l'équation de réaction, et ça c'est grâce à l'équilibrage qu'on a pu faire grâce au modèle moléculaire, mais également plus tard grâce aux équations des réactions à l'aide des formules chimiques. Et donc ça, on ne pouvait pas le déterminer en utilisant juste les noms dans nos équations. Donc ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que lors d'une transformation chimique, les espèces sont modifiées car les atomes constituant les réactifs se redistribuent pour former les produits. Donc les espèces sont bien modifiées, hein, c'est la définition même d'une transformation chimique. Cependant, les atomes qui les constituent, eux, ils seront toujours conservés. Et donc on peut dire que lors d'une transformation chimique, il y a redistribution des atomes et la matière est conservée. C'est la redistribution qui va former de nouvelles espèces, mais cependant la matière est conservée car on aura toujours donc les mêmes atomes des mêmes types. Alors maintenant, si la matière est conservée, si j'ai les mêmes atomes avant et après, eh ben, il y a une conséquence directe. C'est que si je mets mes réactifs et mes produits sur une balance, eh ben, ça sera équilibré, puisque forcément, comme il y a les mêmes atomes, il y aura la même masse de chaque côté. Donc, lors d'une transformation chimique, la masse est conservée. Et ça, je vous l'avais déjà prouvé dans une autre vidéo, hein. J'avais mis du bicarbonate et du vinaigre dans une bouteille. La bouteille a gonflé, le bicarbonate a disparu, et pourtant, à la fin, on avait exactement la même masse qu'au début. Les espèces ont bien changé, hein, ça se voit, il y a un gaz qui apparaît, le dioxyde de carbone, mais par contre, les atomes ne changent pas, donc la masse totale, elle reste identique dans la bouteille. Alors les modèles moléculaires, c'est sympa pour apprendre et pour visualiser les molécules, mais il manque des informations, et c'est pourquoi on va plutôt utiliser les formules chimiques. Un petit rappel sur comment lire les formules chimiques. Donc ici, nous avons une espèce chimique C2H3O2-, ça s'appelle un acétate. Dans cette formule, il y a donc le type de chaque atome, hein, carbone, hydrogène, oxygène, et en indice, le nombre de chacun. Donc on aura 2 atomes de carbone, grand C, 3 atomes d'hydrogène, grand H, et 2 atomes d'oxygène, grand O. Nous avons également, en exposant donc en haut à droite, une charge qui va correspondre à toute espèce chimique.
Donc un moins ou un plus avec des fois un chiffre avant. Ici, on a un petit moins, ça veut dire qu'il y a une charge négative. C'est un ion. Il y a une charge négative, donc c'est un anion. Et comme il y a plusieurs atomes, donc c'est un anion polyatomique. Et la nouveauté ici, c'est qu'on aura des fois un autre chiffre qui sera devant l'espèce chimique. Et donc ça, c'est un coefficient qui va indiquer que l'espèce est présente plusieurs fois. Donc par exemple ici, 2 fois. Et tant qu'on est là, je vous donne son petit nom. Ça s'appelle un coefficient stoichiométrique. Je reprends ma réaction d'avant. J'aurai pour le méthane CH4 plus 2 molécules de dioxygène. Donc O2, coefficient 2, va donner du dioxyde de carbone, CO2, plus de l'eau, H2O, donc là encore coefficient 2, puisqu'il y a 2 molécules d'eau. Grâce à ces formules, je peux faire exactement la même chose qu'avant en comptant le nombre de chaque atome. En réactif, j'aurai un atome de carbone dans le méthane. Dans les produits, un atome de carbone pour le dioxyde de carbone. Pour l'hydrogène dans les réactifs, j'aurai 4 atomes d'hydrogène pour le méthane. Pour les produits, c'est un peu plus compliqué. J'ai 2 hydrogènes dans chaque molécule d'eau. Donc vu que j'en ai 2, j'aurai 2 fois 2 atomes d'hydrogène, donc 4 hydrogènes au total. Dans les réactifs pour l'oxygène, c'est comme avant en fait. J'aurai 2 atomes d'oxygène pour chaque molécule. Comme j'en ai 2, ça fera 2 fois 2. Ça fait 4 atomes d'oxygène. Pour les produits, j'en aurai 2 pour le dioxyde de carbone, plus 1 pour l'eau. Et vu qu'il y a 2 molécules d'eau, j'aurai donc 2 fois 1, donc 2. Ça fait 4 oxygènes. Et donc bien sûr, c'est équilibré comme avant. Donc vous voyez, on peut faire exactement la même chose avec les formules. Vous allez me dire, attendez, on a fait exactement la même chose qu'avec les modèles moléculaires, et pourtant vous avez dit juste avant qu'il y avait plus d'informations dans les formules chimiques. Alors en effet, ici, il n'y a aucune différence, mais je vous ai fait tout à l'heure la lecture de la formule d'un ion, et en effet, ici, il n'y a aucune charge qui est visible sur les modèles moléculaires, et c'est pour ça qu'on va faire un exemple avec un ion maintenant. Voici un autre exemple où nous avons du carbonate de calcium qui va réagir avec de l'acide carbonique, et ça va donner des ions calcium et 2 ions hydrogénocarbonate. Maintenant, on va faire comme avant, on va prouver qu'il y a conservation de la matière. Donc, si en exercice, on vous demande ça, il faut faire exactement ce qu'on va faire ici. Donc, on va comparer chaque atome des réactifs et des produits. Donc, on a ici dans les réactifs un atome de calcium. Donc, attention, s'il y a une lettre minuscule, c'est que ça correspond à l'élément qui est avant. Donc, grand C, petit a, calcium. Dans les produits, il y a également un atome de calcium. Dans les réactifs, on a 1 plus 1 atome de carbone, ça fait 2 atomes de carbone. Dans les produits, on a un atome de carbone dans l'hydrogénocarbonate, mais comme il y en a 2, ça fera 2 fois 1 égale 2 atomes de carbone. Dans les réactifs, on aura 3 atomes d'oxygène, plus encore 3, ça fera 6. Dans les produits, on a 3 atomes d'oxygène dans l'hydrogénocarbonate, coefficient 2, ça fait 2 fois 3, ça fait 6 oxygènes. Pour les hydrogènes, on aura 2 dans les réactifs. Donc 1 coefficient 2 dans les produits, ça fera 2 hydrogènes. Alors là, on a compté les atomes, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore pris en compte. En effet, nous avons 2 charges positives sur le calcium et une charge négative sur l'hydrogénocarbonate. Donc on va également compter les charges. La charge totale des réactifs, c'est 0, c'est électriquement neutre car il n'y a aucune charge nulle part. Pour les produits, c'est différent, il y aura 2 charges positives pour le calcium et une charge négative pour l'hydrogénocarbonate, sauf que comme il y en a 2 des ions, on aura donc 2 fois la charge négative. Donc la charge totale, ce sera 2 plus 2 fois moins 1, puisqu'il y a 2 charges négatives. Et donc on aura une charge totale neutre de 0. Donc comme avant, on a prouvé que la matière est conservée, mais on a également appris une nouvelle chose, c'est que la charge totale est également conservée. Donc à retenir, lors d'une transformation chimique, la charge électrique est conservée. La charge électrique totale est la même avant et après la transformation. Un autre exemple ici, c'est l'acide acétique qui va réagir avec l'hydrogénocarbonate. C'est ce qui se passe quand on met du vinaigre avec du bicarbonate de sodium, par exemple. On va former un ion acétate, du dioxyde de carbone, c'est pour ça qu'il y a un gaz qui se forme, et de l'eau. Ici, on aura une charge totale de -1 pour les réactifs, et de -1 également pour les produits. Donc la charge totale est bien conservée, ça ne changera jamais, c'est la règle, mais par contre elle n'est pas forcément nulle. Ici, ce sera négatif, on peut également avoir positif. Pour le mot de la fin, si vous avez déjà fait les énergies, on vous a parlé d'énergie chimique, en vous disant que c'est l'énergie qui est contenue dans la matière. Et en effet, l'origine, c'est l'énergie qu'il y a en liaison entre les atomes. Et dans une transformation chimique, lorsque les atomes vont se réarranger, ça va casser des liaisons, en créer des nouvelles. Et donc ça va consommer ou libérer de l'énergie.
Par exemple, si la transformation a besoin d'énergie pour avoir lieu, on pourra utiliser l'énergie thermique ambiante. Donc, on va consommer l'énergie thermique, ce qui fait que la température va baisser. On appelle ça une réaction endothermique. Au contraire, on peut également libérer de l'énergie lors d'une transformation chimique. Donc, l'énergie chimique peut se convertir également en énergie thermique. Donc, dans ce cas-là, ça va chauffer. On aura une réaction qui est dite exothermique. Ou l'énergie chimique peut par exemple également se convertir en énergie lumineuse, donc on aura une réaction qui va faire de la lumière. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les transformations chimiques. Donc la première chose à savoir, c'est si on vous demande de prouver que la matière est conservée, ben vous faites comme on a vu, on compte les atomes des réactifs, les atomes des produits, et on compare, et on vérifie que c'est bien équilibré. Et si jamais c'est pas équilibré, vous regardez ce qui manque. Donc par exemple, si je fais ça, il y aura 2 atomes d'hydrogène, un oxygène qui manqueront. Donc c'est peut-être que j'ai une deuxième molécule d'eau qui n'était pas dans la réaction. Donc il y a un coefficient 2 qui manquait pour l'eau. Deuxième chose, si j'ai exactement le même nombre de chaque atome avant et après, ben forcément la masse sera également conservée. Donc lors d'une transformation chimique, la masse est conservée. Donc troisième chose, si on vous demande de prouver que la charge est conservée, ben vous faites pareil qu'on a vu. Vous comptez le nombre de charges des réactifs, le nombre de charges des produits et vous comparez, ça doit trouver la même. Alors attention, lors du calcul de charge, on compte les charges positives comme plus quelque chose, les charges négatives comme moins quelque chose. Donc on a vu un exemple, une réaction où il n'y avait aucune charge, donc c'était neutre dans les réactifs. Et dans les produits, on avait plusieurs charges positives et négatives qui s'annulaient. Donc c'était neutre également, donc c'était toujours la même charge totale de chaque côté. Donc des fois, il peut y avoir aucune charge, des fois, il peut y en avoir plusieurs qui s'annulent. Et il peut également, comme on a vu en deuxième exemple, avoir des charges qui sont positives de chaque côté ou négatives de chaque côté. Mais dans tous les cas, ça va être donc équilibré. Donc voilà pour cette vidéo assez conséquente, accrochez-vous, c'est un peu compliqué, mais ça va venir avec le temps. Et sur ce, je vous dis à bientôt, ciao!